Un film dont l'histoire est celle d'un espion qui retrouve progressivement la mémoire, qui ne s'appelle pas The Bourne Identity? Eh bien oui, aujourd'hui à revue, une réalisation de Rennie Harlin, un script de Shane Black, Geena Davis, Samuel L. Jackson, de 2005, Au revoir à jamais, ou Souviens-toi Charlie en version québécoise, et ça commence maintenant. Je m'appelle Samantha Kane. Enfin, je crois. Le film commence par une narration où Samantha Kane, le personnage principal, d'ailleurs Samantha Kane, Sam Kane, anagramme d'amnésiaque. Grâce à cette narration-là, on va apprendre qu'il y a 8 ans, elle s'est réveillée sur une plage du New Jersey et qu'elle s'est refait une vie au complet. Je me suis fait une petite vie maintenant. J'ai trouvé un boulot payant. Tu sais ce que c'est? Elle confie également, lors de cette narration-là, qu'elle engage des détectives privés afin d'essayer de trouver des indices sur son passé. Et le détective privé qu'elle engage, eh bien, c'est Mitch. Mitch, joué par un Samuel L. Jackson, juste phénoménal. Et Mitch, il a une petite arnaque qui fonctionne bien. Il compromet des mecs un peu et un petit peu d'extorsion, quoi. Mitch, c'est le genre de mec qui a la phrase qui tue. Et tout le monde sait que lorsqu'on fait une supposition, on risque de se retrouver avec un suppositoire dans le cul. Samantha, après une fête de Noël bien arrosée, doit ramener un petit vieux chez lui. Et sur la route, elle sera distraite et elle va rentrer dans un chevreuil. Vol plané. Et apparemment, ce choc-là à la tête qu'elle vient de recevoir a peut-être réveillé quelque chose en elle. Parce qu'à l'hosto, elle va faire un sale cauchemar. Tu vois comme ça revient facilement. À la maison, une certaine habileté avec le couteau va sembler revenir. Et tout de suite, elle va croire qu'elle était chef avant, quoi. Les chefs font ça. Non. Même au niveau mental, on voit que son attitude commence à changer. Lors d'une séance de patinage avec sa fille, disons qu'elle va y aller avec une forme de motivation un peu directe. Dans la vie, on a mal. Habitue-toi. Jack LeBorgne, sympathique prisonnier, qui a vu Samantha dans un défilé de Noël en tant que Mère Noël, a décidé tout de suite de s'évader de prison et d'aller la retrouver pour la tuer. Oui, parce que selon lui, il s'agirait plutôt de Charlie Baltimore et elle doit mourir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se pointer à la maison de Samantha et commencer à tirer au shotgun. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il met dans son shotgun, mais on dirait qu'il envoie des missiles, le mec. Samantha va réussir à prendre le contrôle de la situation et casser le cou de Jack LeBorgne devant son mari. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ça aussi. Les chefs font ça. Non. Vu la situation et parce qu'elle se croit en danger, elle va décider de partir avec Mitch, prendre la route, essayer de trouver des informations sur son passé, parce que Mitch a trouvé une valise dans laquelle il y a des livres, des vêtements, plein d'autres petits trucs, on va y revenir plus tard. Et elle va laisser à sa fille un bracelet avec une clé. Et l'histoire de Samantha commence à se rendre loin, jusqu'au président des États-Unis qui va commencer à poser des questions au mec de la CIA. Le genre de sbire brutal que nous avons depuis éliminé de nos rangs. Dans un des livres, ils vont trouver le nom de Nathan et ils vont trouver son numéro de téléphone. Ils vont prendre rendez-vous avec lui le lendemain. Nathan apparemment reconnaît la voix et il l'appelle Charlie. Le soir au motel, elle va fouiller plus en détail la valise qui appartenait apparemment à Charlie avant et y trouver un fusil de sniper et un couteau qui n'est pas un couteau de chef. Parce que je vois mal un mec couper du céleri avec ça. Mitch, la phrase qui tue encore. Je n'ai jamais rien fait de bien de toute ma putain de vie. Rien du tout. Pour ça, faut du talent. Et c'est maintenant le temps de faire connaissance avec Timothée, qui avait tout à fait prévu que Samantha allait appeler Nathan et a mis son téléphone sur écoute. Donc, quand ils arrivent au rendez-vous, eh bien, embuscade. Et pour se sauver de leur poursuivant et d'une grenade, Nathan va finir par les sortir de la merde, ils vont sauter dans la voiture et Nathan va enfin expliquer à Samantha qui elle est vraiment. Charlie Baltimore, un espion assassin qui travaillait pour le gouvernement américain. Un assassin au service des États-Unis et de son gouvernement. C'est moi qui t'ai formé.
Sauf qu'après le fiasco de la rencontre du matin, Mitch, il ne fait plus confiance à personne, OK? Et il va donner un bon coup de barre de fer à Nathan et ils vont lui chourer sa bagnole. Ils vont se diriger ensuite vers la maison de Dédale parce qu'ils ont trouvé une carte postale dans la valise et Samantha croit que c'était son ancien fiancé. Elle se souvient même qu'il pissait assis. Heureusement pour eux, Nathan va réussir à les localiser assez rapidement parce que Mitch avait laissé l'adresse de Dédale dans son calepin et il avait laissé son calepin dans sa veste et il avait oublié sa veste là où il a chouré la bagnole à Nathan. Il va expliquer à Mitch que la carte postale, en réalité, c'est un code et que Dédale était une cible que Charlie, à l'époque, devait tuer. Et le mot fiancé veut dire qu'elle a encadré sa cible, merde! Sa cible et pas son fiancé. Ils vont essayer d'aller avertir Charlie qui est en conversation avec Dédale, mais comme c'est un épisode de revue, c'est l'heure du moment hélico. Ils vont se faire capturer, Nathan va mourir et on va torturer Samantha. Il n'y a rien comme le supplice de la roue. Une femme n'est jamais aussi belle que lorsque son visage est tendu de douleur. Sauf que ce moment de torture-là réveille les souvenirs dans la tête de Samantha. Elle commence à savoir exactement qui elle est. Ça doit être le choc. Elle va réussir à se libérer et elle va tuer Dédale. Samantha, je t'en prie. Qui est Samantha? Samantha est maintenant chose du passé. C'est au tour de Charlie de prendre le contrôle. Charlie va d'ailleurs contacter Perkins, son ancien patron, et prendre rendez-vous avec lui. Question de mettre les choses à jour. Sauf qu'en 8 ans, il s'en est passé des choses. Il sait peut-être que vos cibles d'antan sont maintenant vos meilleurs amis. Mitch, encore une fois, la réplique qui tue. Ça, c'est une très grosse pétoire. Et ça, c'est pas un sandwich au jambon, mon pote. Et parlant de tuer, ben Charlie, maintenant, elle tue comme certains respectent, quoi. Maintenant qu'elle sait que Perkins veut la tuer, eh bien, elle a un nouveau plan. Mais pour réaliser son plan, qui est de quitter le pays, elle a besoin de pognon et de faux papiers. Elle se souvient maintenant que la clé qu'elle a donnée à sa fille ouvre un coffre. Dans le coffre, il y a du pognon et des faux papiers. Il faut donc retourner à la maison de Samantha, trouver le nounours, prendre la clé et se casser. Elle réussit à retrouver la clé de manière assez facile. Tout de suite après avoir eu la clé, une équipe d'intervention arrive. Tout le monde connaît bien sûr le biathlon, mais connaissez-vous la version patiner et tirer en même temps? Eh bien, peut-être qu'un jour, ce sera un nouveau sport olympique, le tir au patin. Timothée, rockler numéro 1 du film, doit trouver un levier pour faire bouger Charlie. Il va donc kidnapper la fille de Samantha. Mais dans ces moments-là, tu peux compter sur un Mitch avec des bonnes idées. Et son idée est très simple, même si c'est hyper illégal. Ils vont faire une prise d'otage dans les bureaux d'une compagnie téléphonique. Tout ça pour pouvoir localiser Timothée qui est à Niagara Falls. Cet appel provenait de Niagara Falls. Niagara Falls? Opération Sauver sa fille, et tout ça me semble beaucoup trop facile. Embuscade. Pigeon. Mitch et Charlie vont se faire prendre prisonniers. Et bien sûr, Perkins, le mec de la CIA, va avoir le plaisir, comme tout bon vilain qui se respecte, de partager son plan avec tout le monde. C'est un plan qui doit faire plaisir à beaucoup de conspirationnistes. C'est pas très complexe. Le gouvernement américain a diminué le budget de la CIA. N'oubliez pas que le film se base en 1996, il n'y a plus de guerre froide et il n'y a pas eu encore les attentats du 11 septembre. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est créer une fausse attaque terroriste. Une bombe qui devrait tuer plus ou moins 4000 personnes. Et comme ça se passe à Niagara Falls, ils appellent ça l'opération Lune de miel. Oui, parce qu'aux États-Unis, les gens ils aiment bien se marier devant une chute d'eau. Des coupures de budget. C'est donc de ça qu'il s'agissait? Alors que Timothée est en train de discuter avec Charlie, révélation. Cet enfant-là, c'est ta fille. Et le petit résidu de fond de capote qui est Timothée semble bien s'en foutre parce qu'il va laisser Caitlin, sa fille, et Charlie crever de froid ou d'hypothermie dans un frigidaire. Et Charlie fera une promesse à Timothée. C'est en hurlant que tu vas mourir. Et je serai là pour contempler le spectacle. Charlie est en mode frenzy et elle va tout faire péter. Sauf que sa fille a choisi le mauvais endroit où se cacher, dans le coffre du camion dans lequel il y a la bombe pour la fausse attaque terroriste.
Et là, Mitch, il va passer en mode Nick Fury et essayer d'aller sauver la fille de Charlie. On t'oublie pas, Mitch. Mitch! Charlie va réussir à prendre le contrôle du camion et carambolage à la frontière canadienne. Timothée en a plein de cul de courir après Charlie maintenant, mais je trouve que quand même, il utilise un langage qui dépasse peut-être ses pensées. Je ne pars pas avant d'être sûr qu'elle soit morte, cette chienne! Charlie sur le pont qui sépare le Canada des États-Unis, à bout de ressources, essayant désespérément de sauver sa fille. Mais Mitch revient des morts. Laissez-moi! Ne me tue pas, bande d'enculés! Et Charlie va tenir sa promesse. Mais la bombe va péter quand même. Mais c'est pas si grave que ça parce que Charlie, Mitch et la fille ont eu le temps de se sauver. Et de toute façon, elle a pété sur un pont où il y a personne. Je ferai même pas la remarque que tout le long de la scène de la fin, il n'y a pas un flic canadien qui a décidé de se pointer dans ce coin-là, quoi. C'est pas comme si c'était une frontière ouverte comme en Europe, en Amérique du Nord. Mitch va aller donner une entrevue à CNN pour passer pour un héros devant son ex-femme et son gamin. Charlie, elle, va recevoir une offre du président des États-Unis, mais elle va dire non, moi je suis bien dans ma petite vie tranquille à la campagne. Et c'est la fin de Au revoir à jamais. Je suis toujours fidèle et candide avec les femmes. À New York, je suis fidèle et à Chicago, je suis candide. Shane Black, il aime ça écrire des films qui se passent à la période de Noël. L'Arme fatale, Le dernier Samaritain, Iron Man 3, Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guy. Et Shane Black, quand il écrit ce genre de film-là, eh bien, il le fait très bien. Et son scénar de Au revoir à jamais est hyper bien ficelé. D'ailleurs, quand on parle du manque de personnages féminins forts, eh bien, le personnage de Geena Davis, Charlie, dans le film, c'est un personnage féminin fort, crédible et hyper intéressant, dont tu t'attaches grâce à ses qualités, mais que tu finis par respecter ses défauts aussi. Donc, faut arrêter de me faire chier avec les histoires qu'il n'y a pas de personnage féminin fort dans les films. Cherchez un peu, là, et écoutez des meilleurs films, vous allez en trouver plein de personnages féminins forts. La performance de Samuel Jackson dans ce film-là est incroyable et on dirait presque que Shane Black l'a écrit pour lui, ce rôle-là. Non seulement il sert à détendre l'atmosphère du film un peu pour pas que ça devienne trop lourd, mais en plus il le fait super bien avec un rendu de ses répliques juste phénoménal. Et oubliez pas non plus que Renny Harlin, le réalisateur finlandais du film, il sait faire un film d'action aussi. 58 minutes pour vivre, Cliffhanger et les aventures de Ford Fairlane. Et peut-être que Au revoir à jamais est son meilleur film. Le seul petit défaut qu'on pourrait dire du côté technique du film, c'est les écrans verts. Des fois, tu vois clairement que ça a été filmé devant un écran vert. Mais en même temps, c'était 1996 et depuis, la technologie s'est vachement améliorée, quoi. Est-ce que je vous conseille Au revoir à jamais ou Souviens-toi Charlie en version québécoise? Absolument. Moi, c'est un de mes films coup de cœur. Je l'avais aimé à l'époque à sa sortie. Je l'ai aimé dans les années 2000, je l'ai aimé dans les années 2010 et je l'aime encore aujourd'hui. La réalisation, le script, le jeu des acteurs, tout y est pour nous offrir une super expérience en tant qu'auditoire. Ce film-là réussit où beaucoup d'autres ont échoué. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Juste ici, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!